Eh bien, merci, merci. Nous sommes heureux d'accueillir à présent Monsieur le Défenseur des droits, titre actuel de Jacques Toubon. Cher Jacques, mes chers collègues, à présent pour la deuxième partie de notre réunion terrorisme. Was passiert? Mineralwasser. Mineralwasser? Mais c'est ça. Non, non, Sprickel. Ah, Spritzwasser. Donc d'accueillir Jacques Toubon, qui occupe aujourd'hui la fonction de défenseur des droits en France et que je remercie en votre nom vraiment d'avoir accepté de venir nous parler en ce début d'année 2018. Il occupe la une des journaux, je dirais pas tous les jours que Dieu fait, mais presque en tous les cas dans mon pays, la France. Et donc, effectivement, en France, Jacques Toubon est une personnalité politique très connue, n'en déplaise à sa modestie, je vais quand même le rappeler, puisqu'il a donc une carrière à la fois parlementaire et gouvernementale de tout premier plan. Vous êtes passé, cher Jacques, à maintes reprises sur les bancs de l'Assemblée nationale française. Vous étiez sur les bancs de notre maison, dans les fauteuils du Parlement européen entre 2004 et 2009, et beaucoup de nos collègues ont travaillé avec vous. Et entre-temps aussi, last but not least, il a occupé les fonctions prestigieuses en même temps que les charges importantes qui sont celles du ministère de la Culture et de la francophonie. Vous vous souvenez peut-être de son combat pour le français et de la formule All Good, et qui est évidemment encore dans l'actualité ici aussi au Parlement européen, où nous nous battons pour le multilinguisme. Et c'était entre 93 et 95, et puis aussi ministre de la Justice, garde des Sceaux, 95-97. Donc une expérience qui est tout à fait idoine par rapport aux thématiques de la commission terrorisme. Et en 2014, Jacques Toubon a été proposé au Parlement par le président de la République pour occuper les responsabilités de défenseur des droits. Et cette proposition a été approuvée par les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat français. Ce mandat a été inauguré, c'est un mandat de 6 ans, qui a été inauguré en juin 2014, c'est-à-dire donc maintenant plus que mi-mandat, 3 ans et demi. C'est une autorité indépendante et le défenseur des droits, comme son nom l'indique, est bien évidemment chargé de défendre les droits des citoyens face aux administrations, mais surtout vous disposez, selon la loi, de prérogatives particulières en matière de promotion des droits, de promotion des droits de l'enfant. On vient d'évoquer sous certains aspects cette priorité, de lutte contre les discriminations, de respect de déontologie, et ce qui nous intéresse cet après-midi au premier chef, donc de prérogatives en matière d'activité de sécurité. Et dans le cadre de l'examen de l'arsenal législatif sur lequel s'appuie la politique antiterroriste en France, Jacques Toubon a fait montre non seulement du caractère complexe de sa personnalité, mais surtout de sa totale indépendance et de sa très grande liberté de jugement et d'esprit, de sa grande vigilance, en appelant notamment à une protection adéquate des individus contre les risques d'abus de toutes sortes, et notamment dans les analyses liées aux techniques de renseignement ou dans les modalités de l'application de l'état d'urgence, comme l'utilisation des mesures d'exception, les assignations à résidence, etc., qui sont autant de sujets qui touchent la thématique de la lutte contre le terrorisme et qui sont dans l'actualité française, donc en partie européenne. Alors, on est très heureux de vous accueillir, Jacques Toubon, parce que ce contexte actuel, l'éclairage en matière de défense des droits fondamentaux dans le cadre de la lutte antiterroriste, c'est une question évidemment que cette commission se pose dans le cadre des travaux. C'est une commission spéciale
Et donc, nous sommes très curieux d'entendre à la fois dans votre présentation votre approche et que vous acceptiez aussi cette technique du ping-pong. Maintenant, vous avez vu ce que c'était. Si vous en acceptez le principe, ce serait pour nous d'une très grande richesse et d'un très grand apport cet après-midi. Voilà, sans plus attendre, je vous passe la parole, cher défenseur. Merci, Madame la Présidente. D'abord, Mesdames et Messieurs, et à toutes et à tous, je voudrais simplement vous souhaiter une bonne année, parce que je pense qu'elle sera extrêmement importante, en particulier pour l'Union européenne et ici au sein de l'Assemblée législative de l'Union européenne. Donc, bonne année et bons travaux. Madame la Présidente, je vous remercie de m'avoir invité et d'avoir pensé que je pouvais apporter quelque chose aux travaux de votre commission. L'année 2017 a été une année importante ici, dans cette maison et dans l'Union européenne, mais en particulier au Parlement, dans ces domaines, puisque vous avez à la fois adopté la directive terrorisme au mois de mars et d'autre part qu'au mois de septembre, vous avez créé la commission spéciale terrorisme et je suis très sensible au fait que vous ayez souhaité entendre notre point de vue qui évidemment a ceci de particulier que la France a mis en œuvre après avoir été, comme ça a été souligné, particulièrement et horriblement frappé, un ensemble de dispositifs un peu différents, et même très différents de ce qui a été fait dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne. Je voudrais aussi dire, Madame la Présidente, que je suis sensible aussi au fait que vous m'ayez invité, parce que vous êtes, en dehors de ce que vous faites pour le terrorisme, coprésidente de l'intergroupe concernant les droits des enfants avec Madame Kinichi, et que c'est une question qui est de ma compétence et qui prendra, je l'espère, au niveau de l'Union européenne, à la fois la Commission, l'Agence des droits fondamentaux, le Parlement et de manière générale dans les actions de l'Union européenne de plus en plus d'importance parce que, quoique adhérente de la Convention internationale des droits des enfants, comme les États membres, l'Union européenne n'a pas manifesté dans ce domaine une suractivité, je dirais. Et je crois que ce serait bien si nous pouvions, les différents défenseurs des enfants, qui sont regroupés notamment dans une association européenne qui s'appelle l'INOC, et au niveau d'ailleurs du Conseil de l'Europe, et pas de l'Union européenne, plus large que l'Union européenne, et que préside d'ailleurs la défenseur des enfants française, si nous pouvions à ce niveau collaborer, travailler. Je suis naturellement complètement à votre disposition. Et je voudrais aussi, comme vous l'avez dit, saluer tout simplement des collègues ou des anciens collègues que je reconnais ici et avec qui j'ai beaucoup de plaisir, bien entendu, plus particulièrement, je dirais, plaisir à échanger cet après-midi, comme vous m'y avez invité, sur la situation de notre pays, la France, depuis 2015, mais à beaucoup d'égards, c'est naturellement la situation de l'Europe tout entière, si ce n'est même du monde. Beaucoup d'attentats terroristes, particulièrement lourds, instauration de l'état d'urgence, adoption de plusieurs lois dites antiterroristes et de sécurité, puis sortie de l'état d'urgence depuis le 1er novembre dernier, il y a quelques semaines, et aujourd'hui donc un régime de droit commun dont je dirai tout à l'heure, régime de sécurité, de droit commun, dont je dirai tout à l'heure ce que je pense. Je vous présenterai aussi, comme vous l'avez dit, les recommandations que le défenseur des droits a pu faire dans ce contexte. Bien entendu, en tant qu'institution
de défense et de promotion des droits fondamentaux, ma présentation portera principalement sur l'impact que peuvent avoir les législations et les mesures antiterroristes sur les droits et les libertés des individus et qui est, d'une certaine façon, le sujet même pour lequel votre commission a été instituée. Et je le dis d'emblée, je rejoins sur beaucoup de ces observations, de ces constatations, le directeur de l'Agence des droits fondamentaux, M. O'Flaherty, en particulier sur les discriminations et leur existence et la nécessité de lutter contre, tout ce qu'il a dit sur les immigrants, et aussi, bien entendu, je le rejoins complètement sur l'équilibre qui est indispensable entre les exigences de la sécurité et la protection des libertés. Qu'est-ce qui s'est passé en France depuis 2015 dans la lutte contre le terrorisme en résumé? Le terrorisme, et surtout le terrorisme tel qu'il est mené aujourd'hui par une organisation très particulière et au nom, bien entendu, d'une idéologie barbare, met à l'épreuve nos pays démocratiques, leurs principes, leurs valeurs, et en particulier l'état de droit et la protection des droits de l'homme, qui sont au cœur des instruments qui font que vous êtes tous là, que je suis là, et que nous fonctionnons pour faire marcher la démocratie dans chacun de nos pays et dans l'Union européenne. Le traité de l'Union européenne, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et nos principes fondamentaux constitutionnels dans chacun de nos pays, qui constitue dans chacun de nos pays notre état de droit, et en particulier, pour ce qui nous concerne, la Constitution de 1958, dernière modification en 2008, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, donc pour ce qui concerne la France. Face à cela, et le commissaire et le directeur O'Flaherty l'a très bien dit tout à l'heure, le premier devoir des États, c'est d'assurer la sécurité, c'est-à-dire effectivement de faire en sorte que le droit fondamental qui est de vivre, de ne pas être tué, de ne pas être blessé, de ne pas avoir son intégrité mise en cause, soit protégé par nos États démocratiques. Et donc prendre les mesures qui sont nécessaires pour assurer la sécurité, se doter des outils qui permettent de lutter plus efficacement, si c'est nécessaire, contre cette menace terroriste. Mais ces mesures, qui sont donc légitimes, peuvent porter atteinte aux droits et aux libertés. Parce que ces mesures, c'est, quand on regarde concrètement, le développement de nouvelles techniques de surveillance et le renforcement des moyens des services de renseignement, la collecte de données personnelles et la création de nouveaux fichiers nationaux, comme les fichiers en application de la directive PNR, l'aggravation de la répression des infractions pénales, l'adoption de nouvelles infractions pénales et surtout de nouvelles mesures préventives qui sont restrictives, voire privatives de liberté, et qui sont à la disposition de l'autorité administrative et non pas de l'autorité judiciaire, les mesures de prévention de la radicalisation, le déploiement sur nos territoires de forces de sécurité supplémentaires, y compris de forces armées. Or, par exemple, dans un pays comme la France, et dans la plupart des pays européens d'ailleurs, la tradition n'est pas que le maintien de l'ordre public soit effectué par des militaires, mais par des forces civiles. Or, on a très clairement franchi la frontière avec des opérations comme l'opération qui en France s'appelle Sentinelle, et puis, naturellement, le renforcement des contrôles, y compris aux frontières, dans les transports, et enfin le renforcement de la coopération entre les États membres, qui, naturellement, constitue une sorte de limitation, dans certains domaines, des souverainetés. Ces mesures, toutes ces mesures que je viens de dire, sont, encore une fois, légitimes. Mais nous devons nous poser des questions, et c'est les questions que je me suis posées, moi,
depuis maintenant 2 ans et demi, ou plus, car en réalité, cela a commencé naturellement pas seulement avec l'état d'urgence qui a été établi en novembre 2015, mais à partir, nous marquons aujourd'hui, fêtons, c'est un bien grand mot, nous marquons aujourd'hui le 3e anniversaire, c'est à partir de l'attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo, c'est-à-dire le 7 janvier 2015, et notamment, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, la loi sur le renseignement de juillet 2015, au débat de laquelle j'ai participé. Donc, dans tout ça, je me suis posé des questions, et je continue à les poser. Ces mesures sont-elles nécessaires au vu du dispositif législatif existant? Autrement dit, les mesures qui sont prises constituent-elles une plus-value par rapport à ce qui existe, ou sont-elles simplement des dispositifs de caractère politique? Sont-elles réellement efficaces? Et surtout, c'est la philosophie qui a d'ailleurs été développée très justement tout à l'heure par M. O'Flaherty. Devons-nous répondre aux attaques contre nos principes, nos valeurs, c'est-à-dire contre nos libertés? C'est l'objectif même de l'entreprise terroriste qui veut mettre en bas nos démocraties. Par l'adoption de mesures qui sont elles-mêmes restrictives et privatives de liberté, c'est-à-dire en fait aller sur le terrain où nous sommes attaqués. Ou est-ce que la meilleure réponse que l'on puisse faire à l'entreprise terroriste n'est pas de répondre à la barbarie en préservant jalousement nos droits et libertés, en ayant le courage, parce qu'il s'agit de ça, en ayant le courage de nous battre avec nos armes, qui sont les armes de la liberté et des droits de l'homme. Je ne veux pas me citer, mais je veux citer le président du Conseil constitutionnel français, M. Laurent Fabius, qui, en octobre 2016, disait « En muselant les libertés au nom d'une prétendue efficacité, on risquerait de faire le jeu des terroristes eux-mêmes. » Donc, la lutte contre le terrorisme doit être menée tant au niveau national qu'au niveau européen, dans le respect des valeurs et des principes de l'Europe, c'est-à-dire l'état de droit, la protection des droits et libertés. C'est la responsabilité de chacun. Et d'ailleurs, dans l'article 23 de la directive terrorisme, vers la fin de la directive, dans l'article 23, il est bien dit que les mesures qui sont décrites dans cette directive doivent être prises dans le respect des droits fondamentaux et des principes. C'est le texte même, encore une fois, de l'article 23 de la directive du 15 mars 2017. Mais, on le sait bien, dans l'ensemble de nos pays, et la France l'a bien vécu, sous la pression de l'opinion publique, sous le coup de l'émotion, et il faut être clair, moi je suis comme vous, comme tout le monde, j'ai peur, et tout le monde a peur. Et après les attentats, avant les attentats, et chacun se pose toujours des questions sur quand est-ce que ça va recommencer. Et les services compétents disent que la menace continue à exister à un très haut niveau. Donc, sous la pression de l'opinion publique et sous le coup de l'émotion, les États s'empressent d'adopter de nouveaux outils antiterroristes, plus restrictifs des droits et des libertés, sans qu'il y ait eu, et c'est ça la caractéristique de la situation actuelle dans nos pays, dans tous nos pays, mais en particulier en France, mais dans tous nos pays. Il suffit de voir comment ça se passe au Danemark, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en Allemagne, partout, dans tous nos pays. Il n'y a pas de réel débat sur ce sujet, car la sidération de la société fait que les réponses de caractère sécuritaire, ou disons qui sont plus sécuritaires que protectrices des libertés, sont soutenues de manière unanime ou quasi unanime, et que même certains se livrent éventuellement à de la surenchère sécuritaire. On l'a bien vu dans nos débats parlementaires. Il y avait sur un texte, je ne vais pas le citer, c'est l'article 8 d'une loi qui est devenue la loi du 30 novembre, je crois, du 3 juillet, pardon, 2016.
c'était un texte qui portait sur la possibilité d'arrêter quelqu'un et puis de le retenir pendant un certain nombre d'heures sans qu'on ait aucune autorisation à demander, etc. Tout ça. Bien. Et il y a eu un débat de 4 ou 5 heures. C'est le seul débat qu'il y a eu vraiment au sein du Parlement et entre les députés antagonistes sur le sujet. C'était donc avant la précédente majorité, c'était avec une majorité socialiste et une opposition de droite, c'était dans l'ancienne Assemblée nationale. Eh bien, l'argument dirimant qui a été constamment employé, c'était de dire à ceux qui étaient opposés à cette mesure, mais monsieur, si, chers collègues, si on fait ce que vous dites et qu'on n'adopte pas cette mesure, quelle responsabilité vous porterez si demain un monsieur ou une dame, un terroriste, grâce au fait que nous n'aurons pas pu mettre en œuvre cette rétention de 4 heures, en l'occurrence, c'était ça, risque de commettre un attentat? Quelle responsabilité porterez-vous devant les victimes et devant les Français? Argument absolument définitif. Enfin, en tout cas, dans un système démocratique, c'est-à-dire où les gens doivent être réélus. Bien sûr, dans un système dictatorial, on peut faire ce qu'on veut. Mais dans les systèmes démocratiques, et c'est là où on se trouve dans une situation où des débats comme ceux que nous avons dans cette commission, comme les positions que j'ai pu prendre, sont extrêmement difficiles à, non pas articuler, mais à faire comprendre parce qu'il y a effectivement une idée que tout doit être fait, et quand on dit tout, c'est peu égard, peu me chaud des libertés, des protections, des garanties, etc., pour que soit prévenu, et hélas, quand il est commis, réprimé l'acte terroriste. C'est exactement comme ça que les choses se sont passées en France, et nous avons donc eu, dans cet esprit, après le 13 novembre, et c'était le 14 novembre, puisque le président de la République française a décidé, il en avait le pouvoir en vertu de la loi, par un décret pris dans la nuit du 14 novembre, juste après les attentats qui se sont déroulés le 13 novembre à Paris vers 22-23 heures, il a pris la décision d'établir l'état d'urgence. Et on a, à ce moment-là, franchi un cap inédit, qui a d'ailleurs été franchi uniquement par la France. Dans les autres pays, il n'y a pas eu d'état d'exception qui ont été mis en place. Cet état d'urgence, il a été prorogé 5 fois par des lois jusqu'au 1er novembre, jusqu'au 31 octobre 2017. Il a donc prévalu pendant près de 2 ans, alors que l'état d'urgence, c'est un état, par définition, exceptionnel et temporaire. Pendant cette période, je rappelle, et c'est très important, que nous avons fait utilisation de l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire que nous avons dit au Conseil de l'Europe que nous pouvions prendre des mesures dérogeant à certaines obligations de la Convention. Mais depuis le 1er novembre, c'est fini. Nous ne sommes plus sous l'article 15. Donc, tout ce que nous avons, et notamment dans la loi de droit commun dont je vais parler tout à l'heure, celle du 30 octobre, doivent respecter les dispositions de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et parallèlement, la France s'est dotée d'un certain nombre d'autres instruments. Je parlais de cette loi du 3 juin 2016, par exemple, et bien d'autres. Ce qui est caractéristique dans ces textes, c'est qu'ils ont été adoptés, comme je vous l'ai dit, dans une certaine ambiance, et que de ce fait, ils n'ont pas fait l'objet, aucun d'entre eux, d'un examen de leur conformité à la Constitution avant d'être promulgués par le président de la République. Dans aucun de ces textes, 60 députés ou 60 sénateurs, comme notre Constitution le prévoit, n'ont saisi le Conseil constitutionnel pour vérifier que les dispositions, et notamment les dispositions restrictives pour les libertés, étaient conformes ou pas aux principes constitutionnels. Je ferme une parenthèse, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la constitutionnalité de ces mesures
est examiné au compte-gouttes et mois après mois à travers une procédure qui a d'ailleurs été créée par la révision constitutionnelle de 2008 qui s'appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Bien d'autres pays ont cette procédure, hein. Bon, mais et qui fait que, à l'occasion d'un litige devant un tribunal, on soulève une question prioritaire de constitutionnalité, le procès s'arrête et cette question, par l'intermédiaire de la Cour de cassation ou du Conseil d'État, est transmise au Conseil constitutionnel qui peut traiter de la question est-ce que la disposition qu'on veut appliquer dans ce procès à telle ou telle personne est conforme ou pas à la Constitution. Et le Conseil a déjà eu l'occasion, à 7 reprises, à travers des questions prioritaires de constitutionnalité, en fait, de déclarer que certaines dispositions prises depuis, en fait, des lois déjà de 2013 sur le renforcement de la lutte contre le terrorisme n'étaient pas conformes à la Constitution. Ce régime de l'état d'urgence, je ne veux pas le détailler davantage, il est, bien entendu, aussi caractérisé par le fait qu'il n'existe pas dans notre Constitution. Le gouvernement a d'ailleurs essayé de le constitutionnaliser l'année dernière, mais n'y a pas réussi. La procédure de révision constitutionnelle et s'est interrompue, elle n'a pas abouti, et notamment elle n'a pas abouti, il faut le dire, parce que était liée à la constitutionnalisation de l'état d'urgence une autre question qui était la possibilité d'appliquer la déchéance de nationalité aux personnes binationales, et que cette question, faisant véritablement un accroc de principe majeur au principe même de la citoyenneté française, en fait, ces deux questions mélangées ont fait que la procédure constitutionnelle a avorté. Donc, ce n'est pas dans la Constitution, c'est une simple loi de 1955. Pourquoi 1955? Parce qu'en réalité, c'est une loi qui a été prise pour faire face à ce que l'on appelait à l'époque les événements d'Algérie et que l'on appelle aujourd'hui justement la guerre d'Algérie. Ce régime prévoit, grosso modo, la possibilité à la disposition de l'autorité administrative de prendre un certain nombre de mesures restrictives de liberté, qui, d'ordinaire, en dehors de l'état d'exception, ne sont à la disposition que d'un juge. Là, c'est un préfet, une autorité administrative, une autorité de police, qui peut décider une perquisition, qui peut décider une assignation, qui peut décider de fermer un lieu de culte, etc., qui peut décider de faire des contrôles d'identité, des fouilles de bagages, de dissoudre des associations, etc. Voilà. En gros, c'est ça le système des mesures exceptionnelles à la disposition de l'autorité administrative. Bien entendu, ce dispositif a vocation à être temporaire, et à être temporaire en particulier parce qu'il enfreint un principe essentiel qui a été posé dans l'article 66 de notre Constitution et qui existe dans la plupart des autres démocraties comparables, qui est que les libertés individuelles sont protégées par le juge judiciaire et que celui-ci a seul le pouvoir d'en priver un certain nombre de personnes et que ce n'est pas l'administration qui peut, le pouvoir administratif qui peut le faire. Mais, bien entendu, parallèlement, il faut le dire, à cet état d'urgence, et je le dirai tout à l'heure, il y a eu toute une série de dispositions qu'on peut appeler de droit commun et qui demeurent, elles, toujours en vigueur, c'est-à-dire que nous avons fait disparaître, à partir du 1er novembre, un certain nombre de dispositions exceptionnelles, mais d'autres qui existaient précédemment ou qui ont été instituées au moment de la disparition de l'état d'urgence sont aujourd'hui en œuvre, et justement, c'est la question que je posais tout à l'heure, sont-elles, maintenant que l'article 15 de la Convention des droits de l'homme n'est plus applicable, sont-elles parfaitement conformes aux principes qui sont posés par la Convention de Strasbourg? Vous avez, c'est mon deuxième point, Madame la Présidente, dit que nous avions naturellement pendant cette période agi. Je ne veux pas donner ici trop de détails. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons
exprimé constamment ce que nous pensions sur ce sujet. Nous l'avons fait, comme je viens de le souligner, à contre-courant, bien entendu, à contre-courant de l'opinion publique et à contre-courant de la classe politique majoritaire. Nous avons constamment tenu la position, il faut que l'équilibre entre les exigences légitimes de la sécurité et le respect des garanties à donner aux droits et aux libertés soit assuré, et que, entre sécurité et liberté, le curseur ne soit pas trop déplacé vers le côté sécurité. C'est clair que, je vais vous le montrer tout à l'heure, en adoptant, pour remplacer l'état d'urgence, une loi qu'on peut qualifier de sécuritaire le 30 octobre dernier, le gouvernement a fait un choix, le gouvernement français a fait un choix qui penche du côté de la sécurité et qui, de notre point de vue, met à mal, rompt cet équilibre. Nous avons, deuxièmement, pendant toute cette période, accueilli les demandes des personnes qui étaient touchées par les mesures prises en application de l'état d'urgence. Nous avons eu à peu près 110 réclamations, de vraies réclamations, et là-dessus, nous avons traité effectivement toutes les situations de personnes qui étaient touchées par des perquisitions, par des assignations à résidence, etc. À peu près un tiers de ces réclamations concernaient de la déontologie de la sécurité, c'est-à-dire le comportement des forces de police et en particulier le déroulement des perquisitions administratives. Nous avons, pour répondre à toutes ces demandes, choisi deux méthodes. Premièrement, nous avons fait des recommandations pour la mise en œuvre des mesures, recommandations sur les perquisitions opérées en présence d'enfants, nécessité de prendre des précautions, et le Conseil d'État, comme l'administration, ont suivi en partie ces préconisations. Nous avons pris des recommandations sur le déroulement des perquisitions et sur les procès-verbaux, les comptes rendus qu'il convenait de remettre à la personne perquisitionnée. Nous avons cherché à faciliter l'indemnisation à la suite de perquisitions, parce que des dommages peuvent avoir été créés, et le Conseil d'État, dans un avis du 6 juillet 2016, a adopté une position plus positive, je dirais, et plus facile en ce qui concerne l'indemnisation, qui jusque-là ne pouvait être effectuée que si on démontrait une faute lourde de l'administration, ce qui naturellement était toujours impossible à faire. Nous avons cherché à aménager les mesures d'assignation à résidence. Un cas spectaculaire, un pauvre lycéen assigné à résidence était assigné à résidence à l'heure des cours, évidemment, et il ne pouvait plus aller au lycée. Alors nous nous sommes débrouillés pour faire en sorte qu'il soit assigné à résidence en dehors des heures des cours pour qu'il puisse continuer à aller au lycée. Ce n'est pas anecdotique, parce que c'est effectivement quand dans le mois de novembre et le mois de décembre 2015, il y a eu, en gros, les trois quarts des mesures qui ont été prises à ce moment-là. Elles ont été prises, bien entendu, sous une grande pression. Nous avons, au mois de juin dernier, adopté une décision d'ensemble que peut-être d'ailleurs cette commission aurait intérêt à étudier sur la prise en charge et l'indemnisation des victimes du terrorisme. Et je sais qu'ici, il y a des personnes qui se préoccupent particulièrement de cette question, et nous avons préconisé toute une série de mesures pour l'indemnisation. Nous avons travaillé aussi sur les dommages collatéraux de l'état d'urgence, par exemple le fait que telle personne a dans son entourage une personne qui a été perquisitionnée, eh bien cette personne, elle a été convoquée par son employeur qui lui a dit bon, vous êtes louche et donc je vais vous licencier. Voilà. Et donc là, il y a évidemment quelques petits problèmes. Le détournement aussi, dernier point,
les mesures de l'état d'urgence ont été utilisées et en partie détournées pour réaliser des opérations de maintien de l'ordre, c'est-à-dire que des mesures collectives et individuelles de l'état d'urgence ont été utilisées sans lien direct avec la menace terroriste pour intervenir à l'occasion de manifestations, et en particulier, vous vous en souvenez peut-être, au printemps 2016, il y a eu en France 6 mois ou 5 mois de grandes manifestations contre une loi qui consistait à modifier le Code du travail, qui s'appelait la loi El Khomri, du nom de la ministre du Travail de l'époque. Dernier point que je voudrais évoquer, c'est naturellement, après l'état d'urgence, l'état actuel des choses. Et là, nous avons donc affaire à la loi du 30 octobre 2017, qui est la loi dans laquelle on met fin à l'état d'urgence et on prend un certain nombre de mesures dont le gouvernement a dit lui-même, publiquement, qu'elles avaient pour but d'être d'effet équivalent à celles qui étaient prises jusque-là dans le cadre de l'état d'urgence. Et pour ce faire, la loi intègre dans le droit commun des dispositions qui sont des dispositions de l'état d'urgence, c'est-à-dire que la sortie de l'état d'urgence, en l'occurrence, n'est qu'une expression rhétorique. C'est l'instauration de périmètres de protection au sein desquels sont contrôlés l'accès et la circulation des personnes et peuvent être effectuées des vérifications, des palpations de sécurité, la fouille des bagages et la visite de véhicules. Et ces périmètres de protection sont soit pour certains événements, etc. La fermeture des lieux de culte, qui était dans l'état d'urgence et qui est passée dans le droit commun, et dans une rédaction qui nous a beaucoup préoccupés, lorsque les propos qui y sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui s'y déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes. Je me suis interrogé personnellement sur le fait de savoir si, à travers les idées et les théories, on n'était pas en train, on n'avait pas la possibilité de rétablir ce qu'on appelait, dans les anciennes législations, le délit d'opinion. Ces mesures visent naturellement des individus lorsqu'il existe, ouvrez les guillemets, des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public. Et c'est ce que nous avons mis en cause, l'imprécision, le caractère extrêmement large de cette notion des raisons sérieuses qui permet en réalité d'imposer des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, assignation à résidence dans la commune, pointage quotidien, déclaration de domicile, surveillance électronique mobile ou signalement des déplacements, interdiction de paraître dans un lieu, interdiction d'être en relation avec certaines personnes, et puis enfin, ce qu'on appelle dans la nouvelle loi les visites et saisies, et qui était en fait dans les lois d'état d'urgence les perquisitions administratives, et qui là ont fait l'objet d'une mesure protectrice positive, c'est qu'il doit intervenir, avant de faire cette visite, cette perquisition, une autorisation du juge des libertés de la détention, qui est un juge judiciaire, mais dans des conditions de délai qui nous paraissent faire que, en réalité, son intervention ne sera pas opérante, puisque, dans la réalité, on lui mettra sous les yeux un papier, un dossier, et on lui dira, comme on disait dans les débats parlementaires dont je parlais tout à l'heure, Monsieur le juge, si vous ne nous donnez pas l'autorisation d'aller faire cette perquise, peut-être que dans 1 heure, il sera trop tard. Qu'est-ce que fait le juge? C'est une question. Mais c'est comme ça que la loi est faite. Par ailleurs, comme je disais tout à l'heure, donc nous avons en gros un dispositif maintenant permanent qui reprend une grande partie de ce qui était dans l'état d'urgence. Et puis nous avons, et c'est la raison pour laquelle la question de la constitutionnalité
où la conventionnalité de ces dispositions va naturellement se poser, parce que le temporaire exceptionnel ou le permanent, ça n'est pas apprécié, bien entendu, de la même façon à l'aune des droits fondamentaux. Et puis, parallèlement, nous avons donc toute une série de textes aussi, je les évoquais tout à l'heure, qui ont renforcé le dispositif législatif, et nous avons de nouvelles dispositions de prévention du terrorisme, l'interdiction de sortie du territoire renforcée, le contrôle administratif des individus qui sont de retour de l'étranger, et là on dit dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur déplacement avait pour but de rejoindre un théâtre d'opération de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de les conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de leur retour sur le territoire français. Et là, évidemment, on voit bien toute la marge de manœuvre qui peut exister. Et, last but not least, la fameuse retenue administrative d'une personne pendant 4 heures, dont je parlais tout à l'heure à propos de l'article 8 de la loi du 3 juin. Là aussi, motivation, raison sérieuse de penser que son comportement, le comportement de la personne, peut être lié à des activités à caractère terroriste. De manière générale, nous considérons que l'argument qui consiste à dire ces textes ne violent pas les libertés parce qu'ils font face à une menace complètement exceptionnelle qui n'a jamais eu de pareil, c'est-à-dire le terrorisme. Sauf que, à aucun moment, on ne dit ce que c'est justement les terroristes et on ne donne de définition. Et nous nous trouvons là, naturellement, dans une situation où, en fait, et c'est la leçon qu'il faut tirer de cela, nous sommes entrés, depuis maintenant la fin de 2015, dans une sorte de logique de suspicion. C'est-à-dire que le droit pénal, les infractions du droit pénal ne sont plus seulement liées à des comportements, à des faits qui sont commis, à des délits, à des infractions qui sont commises, mais de manière plus large, tout simplement, et de manière, encore une fois, sous forme de suspicion, à des personnalités, à des comportements, à des situations. Je l'ai dit, moi, dès le janvier 2016, dans un entretien au Monde, où j'avais dit attention que ne s'ouvre pas, je faisais référence naturellement à la Révolution française et à la terreur, l'ère des suspects, mais Mireille Delmas-Marty, en juillet 2017, à propos de la loi, du projet de loi, certes la prévention est nécessaire et doit être renforcée face aux fureurs terroristes, mais la séparer de la punition pour en faire un objectif répressif en soi marque une rupture conduisant d'une société de responsabilité à une société de suspicion. En séparant la dangerosité de toute culpabilité et en détachant les mesures coercitives de toute punition, cette réécriture sécuritaire du droit administratif comme du droit pénal risque de remettre en cause la notion proprement humaine de responsabilité au profit d'une dangerosité qui effacerait peu à peu les frontières entre les humains et les non-humains et ferait disparaître la présomption d'innocence. Un exemple de ça, c'est la création d'un délit de consultation des sites terroristes, et ce délit de consultation des sites terroristes a déjà été à deux reprises, annulé par le Conseil constitutionnel, et qui dit si vous voulez créer ce délit, à ce moment-là, il faut changer les principes de la Constitution. Ainsi donc, la leçon qui est à tirer, c'est une forme de rupture avec les raisonnements juridiques habituels qui font prévaloir, chez nous comme partout, le principe de l'égalité des délits et des peines, c'est-à-dire une définition préalable, claire et prévisible des actes répréhensibles, et le principe de sécurité juridique, c'est-à-dire la stabilité et la prévisibilité des dispositions juridiques. Et du fait qu'on n'est plus, en quelque sorte, dans ce raisonnement et dans cette clarté et dans cette sécurité, on affaiblit l'état de droit. Et je terminerai, Madame la Présidente,
en disant en quelque sorte que aujourd'hui nous avons affaire dans notre pays à un double édifice de droit pénal. Un droit pénal ordinaire et un droit pénal terroriste, qui est en réalité devenu une sorte de droit administratif pénal, c'est-à-dire un droit administratif qui permet de prendre des dispositions susceptibles de restreindre les libertés et les droits. Et c'est si vrai d'ailleurs que les dispositions de la loi du 30 octobre 2017 sont pour l'essentiel contenues non pas dans le code de procédure pénale, mais dans le code de sécurité intérieure. C'est-à-dire, en gros, on est passé du texte que met en œuvre la justice au texte que met en œuvre le ministère de l'Intérieur et la police. Je pense que nous avons là, pour l'avenir, à réfléchir, d'autant plus que la situation n'est pas unique. Le Schedule 7 du Terrorism Act de 2000, qui accorde au Royaume-Uni des pouvoirs très étendus aux forces de l'ordre intervenant aux frontières, dans les gares, les ports, à l'aéroport, qui leur permettent d'arrêter, de fouiller, d'interroger, de détenir des voyageurs, dans le but de déterminer s'ils sont impliqués dans la commission, la préparation ou l'instigation d'actes de terrorisme, sont du même type. Elles ne requièrent pas d'autorisation préalable, ni de suspicion d'implication dans un acte terroriste. Ces pouvoirs permettent la collecte de données biométriques, le téléchargement du contenu des téléphones portables. Elles font d'ailleurs l'objet, à l'heure actuelle, d'une requête devant la CEDH. C'est l'affaire Bégal contre Royaume-Uni. Voilà ce qu'est l'expérience, Madame, Madame la Présidente. Naturellement, ceci se situe dans un cadre de coopération renforcée entre les États membres, et j'aurai peut-être l'occasion tout à l'heure, si vous me posez la question, de donner mon sentiment aussi sur la dernière question que vous avez traitée, l'interopérabilité, enfin la proposition du 12 décembre de la Commission. Nous avons travaillé avec justement d'autres États au cours d'une conférence que nous avons tenue à Strasbourg au mois de septembre dernier, dans le cadre d'un réseau informel qui s'appelle l'IPCAN, qui regroupe les organismes, une quinzaine d'organismes qui s'occupent de déontologie de la sécurité dans nos pays, qui vont de l'Allemagne à la Grande-Bretagne, en passant par l'Espagne, etc., et la Belgique. Et nous avons, au cours de cette réunion, comparé nos expériences et essayé d'étudier cette question, évidemment très très difficile, l'équilibre entre la sécurité et la liberté. Nous avons lancé un appel aux instances européennes, y compris l'Union européenne, afin de prévoir des mécanismes internationaux, des mécanismes extérieurs de contrôle des forces de sécurité et d'engager une réflexion à cet égard en associant l'ensemble des auteurs. C'est à quoi j'essaye cet après-midi, Madame la Présidente, de participer en étant entendu par votre commission. L'objectif est légitime. Il faut sauver la vie de beaucoup de gens, d'hommes, de femmes et d'enfants. Il faut combattre une organisation barbare et d'une barbarie inédite. Il faut le faire naturellement puisque nous sommes dans un espace juridique, policier, très largement sans frontières. Il faut que nous le fassions ensemble et en respectant nos principes, état de droit et respect des droits et des libertés. Je pense que c'est la responsabilité de l'Union européenne. C'est la responsabilité que vous devez prendre quand vous établissez les textes de l'Union européenne. Aujourd'hui, hier, la directive, demain, d'autres textes que vous avez en chantier, et c'est le travail de cette commission spéciale jusqu'au mois de septembre prochain. Mais je pense qu'il faut aussi que l'Union européenne exerce une influence sur les États membres,
c'est-à-dire que les États membres eux-mêmes respectent ces principes, chacun autant qu'ils sont, car dans ces domaines, bien entendu, nous sommes dans le régalien, et les souverainetés nationales jouent à plein, quelles que soient les politiques communautaires qu'on a pu conduire depuis les défunts temps du troisième pilier dont parlait tout à l'heure M. O'Flaherty. Nous sommes, nous, aussi un mécanisme de contrôle au plan national. Nous pensons que dans ces affaires-là, le contrôle externe, qu'il vienne de l'intérieur du pays ou qu'il vienne de l'extérieur, est absolument indispensable. On ne peut pas mener ce type de politique, et encore une fois, quelle que soit sa légitimité, sans respecter intrinsèquement les libertés, l'état de droit, nos principes, et sans que, en permanence, il y ait un regard, un contrôle, un examen des autorités qui disent « attention, ne franchissez pas la ligne rouge et encore moins la ligne jaune et encore moins la ligne rouge ». Et je pense, Madame la Présidente, que votre commission peut jouer excellemment ce rôle. Je souhaiterais y avoir contribué. Merci beaucoup, cher Jacques Toubon. Merci, on peut l'applaudir, effectivement, parce que vous avez, de manière magistrale, mis le doigt sur la problématique des démocraties, tout simplement confrontées à des menaces de nature nouvelle, des menaces formulées, fomentées par des gens qui connaissent très très bien justement les ressorts de nos systèmes de protection juridique, et je trouve tout à fait passionnante cette présentation que vous avez faite à travers l'exemple français, qui est parmi les pays européens celui qui est parmi les plus menacés, et dont la menace est quotidienne et d'un degré extrêmement élevé, et qui donc a créé toute une série d'outils. Vous avez très bien expliqué le phénomène de la loi sur l'état d'urgence et sur aujourd'hui la façon d'envisager les choses. Si l'objectif est légitime, vous avez souligné qu'il faut en même temps tout faire pour tenter de respecter l'état de droit, l'équilibre, et vous en avez gentiment appelé à l'Union européenne et aux travaux de cette commission. Je rappelle le contexte régalien, c'est-à-dire que la sécurité intérieure appartient à chaque État, et ce qui prouve l'audace qui est la nôtre au plan de l'Union européenne que de nous attaquer à un sujet qui est quand même dans la conscience et dans l'opinion publique un sujet de préoccupation, puisque au dernier sondage d'opinion, il apparaît qu'en Europe, la première des préoccupations est celle de sécurité, et que avant le chômage, même dans notre pays, enfin, et aussi dans notre pays, la France, je ne veux pas qu'on fasse trop franco-français, mais l'exemple de cet après-midi et cette extrêmement fine connaissance que vous nous avez démontré des systèmes, des risques et des objectifs à atteindre, je pense, appelle de la part des collègues beaucoup de remarques, peut-être des observations. En tous les cas, je pense que ce sont des éléments extrêmement importants qui appelleront peut-être aussi de notre part encore des travaux après, en dehors de l'interopérabilité que je vous pose déjà, puisque vous m'appeliez à le faire sur ce texte qui est effectivement dans notre actualité. Et si vous en êtes d'accord, peut-être de commencer par cela, puisque c'est l'actualité. Ensuite, je passerai la parole à Arnaud Danjean, qui est inscrit pour l'instant, Anna Gomes. Je prends note donc des différentes questions. Et donc la vice-présidente Valenciano. Alors peut-être, Jacques. Je réponds tout de suite. Oui, comme ça c'est fait, je suis sûr d'avoir des éléments. Ce dont je parle, donc, c'est, je vais essayer d'en parler au stade où nous en sommes, puisque tout ça date du 12 décembre dernier, donc de la proposition qui a été faite par la Commission dans l'esprit du renforcement de l'Union pour la sécurité. Et c'est donc ces deux nouveaux règlements qui tendent à remédier au déficit d'information en
augmentant le niveau des systèmes d'information dans l'Union européenne en matière de sécurité et de gestion des frontières et des migrations, et en assurant un meilleur échange des informations et le partage des données entre les différents systèmes, que ce soit au bénéfice des gardes-frontières, des agents de l'immigration, des agents de la police, des douaniers, etc. Cette proposition peut naturellement, et dans l'esprit où elle a été faite par le vice-président Timmermans, M. Avramopoulos, M. King, etc., et M. O'Flaherty le soulignait tout à l'heure, peut apparaître comme tout à fait légitime pour améliorer la sécurité en Europe. Et on l'a vu, notamment tout au long des attentats, chaque fois, presque chaque fois, il y a eu des questions sur les échanges d'informations qui avaient été insuffisants, qui avaient été trop tardifs, peut-être si on avait eu tel ou tel élément, si on avait disposé de tel ou tel fichier, peut-être aurait-on pu interpeller certains individus avant qu'ils passent aux actes, etc. Et on voit bien que ces questions sont tout à fait pertinentes et donc cette proposition légitime. Mais je dois dire, Madame la Présidente, que je partage complètement les préoccupations de l'Agence des droits fondamentaux, de M. O'Flaherty, ainsi d'ailleurs que celles du contrôleur européen de la protection des données, qui ont eu l'occasion de s'exprimer, enfin, de donner leur avis, dans le cadre du groupe de travail d'experts qui a planché sur ce sujet. Même si, comme l'a dit M. O'Flaherty tout à l'heure, il vient d'avoir le projet et qu'il n'a pas encore élaboré sa position, les deux organismes, c'est-à-dire le contrôle des données et d'autre part le contrôleur des données et d'autre part l'Agence des droits fondamentaux, ont dit ce qu'elles pensaient dans la discussion du projet. Et en fait, il y a d'abord une inquiétude, c'est que des autorités ayant des missions différentes et quelquefois fort différentes, les gardes-frontières, les agents des services répressifs, les agents des services de l'immigration et les autorités judiciaires vont avoir accès tous à des données qui ne sont pas nécessairement en lien avec leur mission. Cette mise en partage, en fait, risque de créer un amalgame entre terrorisme et dangerosité, et d'un côté, et ressortissants étrangers et demandeurs d'asile de l'autre côté. Et tout à l'heure, la question a été posée par Geoffrey Van Orden à M. O'Flaherty, je l'ai bien entendu, et ainsi de porter préjudice aux dits demandeurs d'asile et ressortissants étrangers. Et vous le savez très bien, le défenseur des droits en France, comme d'ailleurs les institutions homologues dans d'autres pays, sont très préoccupés par les droits fondamentaux des personnes étrangères résidentes ou des personnes étrangères migrantes, c'est-à-dire celles qui viennent, qui arrivent sur nos territoires. Le contrôleur européen des données a dit que la politique européenne a de plus en plus tendance à associer gestion des flux migratoires et finalités sécuritaires, et il craint, le contrôleur, que les références répétées aux migrations, à la sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme, utilisées de manière quasiment interchangeable, risquent d'estomper les distinctions entre la gestion des flux migratoires et la lutte contre le terrorisme. Cela pourrait même contribuer à susciter une assimilation entre terroristes et étrangers. Encore une fois, c'est le contrôleur des données qui le dit, et qui dit que ça ne peut se régler que par une définition extrêmement précise et claire des finalités permettant de déterminer les données pertinentes à collecter pour chaque situation. D'autre part, ce dispositif, naturellement,
d'interopérabilité entre les systèmes d'information devra être conçu et mis en œuvre dans le respect du droit européen sur la protection de la vie privée et des données personnelles et des principes qui en découlent. Et je rappelle, vous avez encore voté, et nous sommes en train maintenant de le mettre en œuvre nationalement, un nouveau règlement, que les principes sont le principe de l'égalité, définition claire et précise des finalités poursuivies par les traitements envisagés, principe de nécessité, principe de proportionnalité. La troisième question, c'est que il faut de toute façon que ce système soit entouré de garanties précises. Je ne vais pas en faire la liste, mais nous avons réfléchi là-dessus. Ça rejoint tout à fait les travaux de l'agence ou du contrôleur. Et enfin, je voudrais dire quelque chose qui, naturellement, n'est pas seulement du défenseur des droits, mais qui est de celui qui a dans ce domaine beaucoup d'expériences diverses, et malheureusement de ce qu'on sait encore de ce qui s'est passé dans la plus récente actualité. Tout ce système ne vaudra rien s'il n'y a pas confiance réciproque entre les services de renseignement et si les services de renseignement ne font pas ce que beaucoup d'entre eux, disons, se plaignent que les autres ne fassent pas, c'est-à-dire leur donnent les informations pertinentes en temps voulu, quand c'est utile, etc. Donc, il faut être clair, nous sommes dans cette affaire beaucoup plus dans un enjeu qui est infralégal, infralégislatif, que dans un enjeu sur un texte, quel que soit son mérite, d'une part, et quels que soient ses dangers, d'autre part, Madame la Présidente. Et je pense que M. Danjean peut, sur ce que je viens de dire, ce dernier point, en dire encore plus que moi. Il n'en dira pas, mais il en pense encore plus que moi. Alors, si Arnaud Danjean l'accepte, Gérard Deprez fait le sémaphore sur la même question. Donc, si vous en êtes d'accord, je lui passe la parole parce que je crois que c'est sur interopérabilité d'après les gestes. Et donc, Arnaud Danjean aura la parole tout de suite après. Brièvement, Gérard. Je vais essayer d'être bref, Madame la Présidente. C'est presque une motion d'ordre concernant l'interopérabilité. Donc, je partage à 100% la préoccupation de M. Toubon de ne pas franchir la ligne rouge en ce qui concerne la défense des libertés fondamentales et les exigences en matière de sécurité. Mais il a dit quelque chose, deux ou trois choses contre lesquelles je m'insurge en ce qui concerne l'interopérabilité. Il a dit que demain, toutes les autorités allaient avoir accès à toutes les informations. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le dispositif tel qu'il est proposé maintenant par la Commission limite l'accès des différentes autorités à chacune des banques de données et des systèmes d'information qui ont été créés jusqu'à présent. Et donc, affirmer cela est contraire à la vérité opérationnelle du texte sur lequel nous allons travailler. Deux, je voudrais qu'on me démontre et que vous me démontriez, Monsieur Toubon, que dans ce texte sur l'interopérabilité, on fait une assimilation entre ce qui relève de l'immigration et ce qui relève de la lutte contre le terrorisme. Personnellement, je ne l'ai vu nulle part. Trois, en ce qui concerne le respect des données, le nouveau système d'interopérabilité ne crée pas de nouvelles données. Il crée la possibilité de mettre en rapport des données. Donc tout ce qui concerne l'amélioration de ces données, leur qualité, etc., il n'est pas visé par l'interopérabilité, il doit être visé par les différents textes qui ont organisé les différents systèmes d'information. Alors, je ne sais pas qui a rédigé votre texte, mais je pense que vous devriez lui dire qu'il ferait mieux de relire la proposition de la Commission. Je peux répondre à M. Deprez. M. Dimitris Avramopoulos, qui, je le sache, est commissaire pour la migration, M. Deprez. Oui. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Bon. Les affaires intérieures et la citoyenneté, a déclaré « Aujourd'hui, nous concrétisons le dernier et le plus important volet de nos travaux destinés à combler les lacunes et à supprimer les angles morts dans nos systèmes d'information en matière de sécurité et de gestion des frontières et des migrations. Oui. Désormais, les gardes-frontières et les agents des services d'immigration et de police devraient disposer des bonnes informations au bon moment pour s'acquitter de leur mission. Il s'agit d'une initiative phare de la Commission actuelle. Aussi, j'invite les co-législateurs, etc. C'est pas de l'immigration, ça? Non, mais chacun devrait disposer des informations pertinentes, mais ils ne disent pas que ce sont les mêmes
Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de dispositions en matière d'interopérabilité qui seront mises à la disposition des gardes-frontières et d'autres qui seront mises à la disposition des policiers. Alors, le texte de la Commission, communiqué de presse du 12 décembre, dit « Actuellement, les systèmes d'information de l'Union européenne ne sont pas raccordés entre eux. 2 points. Les informations sont conservées séparément dans les différents systèmes, ce qui cloisonne ceux-ci et les rend complexes et difficiles à utiliser. Nous courons le risque de laisser passer des informations à travers les mailles du filet et de permettre à des terroristes, etc., etc., etc. Les mesures proposées aujourd'hui permettront de combler ces lacunes et de faire en sorte que les informations fournies aux gardes-frontières et à la police soient complètes, exactes et fiables. Ce qui veut dire que, par définition, puisque ce qu'on craint, c'est que ce soit cloisonné, c'est donc bien qu'on décloisonne, Monsieur Després. Et alors, enfin, c'est pas moi, c'est le communiqué de la Commission, 12 décembre, Monsieur Després. Attends, je vais vous dire, hein, Gérard, naturellement, moi, je suis, comme défenseur des droits, dans mon boulot, et en même temps, quand je parle avec des parlementaires, avec des autorités, avec des associations, etc., je discute et j'échange avec sur le terrain, qui est celui que m'offrent mes interlocuteurs, en l'occurrence ici, les parlementaires européens, membres de votre commission spéciale. Mais, à tout le moins, faut-il, Monsieur Després, dire les choses telles qu'elles sont, et non pas, comme vous l'avez fait, m'accuser de les avoir transformées. Encore une fois, communiqué du Strasbourg le 12 décembre 2017, et ceci est dit noir sur blanc. Et d'ailleurs, ce qu'on sait du texte en suivant tout simplement les travaux qui sont publics des groupes d'experts permet de dire exactement. Parce que, encore une fois, M. Després, si on n'aboutissait pas au résultat que vous dites que j'ai dénoncé, mais qui, selon vous, n'existe pas, à quoi ça servirait de faire tout ça? Bien. Je veux revenir. Non, parce qu'il y a des questions. J'affirme que dans la proposition de la Commission, il n'y a pas de nouvelles données. L'interopérabilité, elle travaille sur des données existantes. Et 2, que les accès aux différentes informations sont celles qui sont déjà constituées maintenant par les bases légales qui ont donné naissance aux différents systèmes d'information. Mais, chers collègues, c'est vrai que cette question de la confrontation de la proposition de la Commission sur l'interopérabilité et les objectifs qui sont ceux de la sécurité et de l'équilibre à trouver pour les Européens sont des questions qui sont dans l'actualité la plus proche. On a posé déjà les questions au directeur de l'AFRA, on vous repose, Jacques, les questions. Le débat qui vient de se dérouler démontre que s'il en était besoin, de la nécessité de voir clair de près. J'étais en train de rechercher l'article du JDD d'hier de Julian King qui explique justement le processus d'interopérabilité et sur lequel nous allons tous travailler. Mais je ne veux pas aboutir à un ping-pong entre Monsieur Toubon et un collègue. Je veux dire simplement, Madame la Présidente, à Gérard, que naturellement, ce qu'il dit, ou ce qu'il dit est vrai, c'est que dans la proposition, dans la communication de la Commission et dans les projets de règlement, il n'est pas question de nouvelles données, il est question de, c'est ce que ça s'appelle maximizing les informations actuelles. Mais, encore une fois, page 2 de la communication, quand on explique, par exemple, qu'il s'agit d'empêcher les multiples identités, ça veut dire quoi? Arnaud Danjean, pour sa question. Ma question ne portait pas là-dessus, mais j'en profite quand même pour dire qu'il faut faire attention. Quand on dit décloisonnement, ça ne veut pas dire fusion. Donc quand on décloisonne l'accès à des fichiers, c'est par des procédures. Ça veut dire qu'on va créer des passerelles, mais que tout le monde ne peut pas passer par ces passerelles selon n'importe quelle condition. Donc il faut faire attention dans le vocabulaire qu'on emploie.
Oui, donc ça veut bien dire que tout le monde n'aura pas accès à tout et que de tous ces fichiers qui existent actuellement, on ne crée pas un grand tout indistinct. Et donc, voilà, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de précautions qui sont prises. Cher Jacques, merci d'abord d'être présent, de cet exposé. Et moi, je ne fais pas partie des hystériques sécuritaires, y compris au sein de ma famille politique, et j'ai toujours pris soin de faire attention à tous les dérapages démagogiques qui ont pu avoir lieu à l'occasion des événements tragiques en France, que tu as rappelés. Et je connais trop bien la difficulté de l'antiterrorisme de l'intérieur pour savoir que, justement, il faut éviter les excès, les emportements et la surlégislation ou l'inflation législative qui ne résout pas les problèmes infralégislatifs qui sont souvent des problèmes d'organisation et de mode de fonctionnement. Là-dessus, je te donne entièrement raison. Alors, là où je suis un peu plus critique peut-être par rapport à ce que je viens d'entendre, c'est sur le fait que les dispositions légales en France auraient placé le curseur trop loin sur l'aspect sécuritaire par rapport à la préservation des libertés. Et je trouve qu'il y a une inversion de la suspicion dans ce débat en France qui est que forcément toute disposition qui renforce, souvent de façon provisoire d'ailleurs, une autorité administrative se fait forcément au détriment du droit et de l'état de droit. L'état de droit en France repose aussi en partie sur la justice administrative, qui a sa raison d'être, qui a ses recours, qui n'est pas l'arbitraire. J'ai trop souvent l'impression que dans le débat français, on assimile juridiction administrative à arbitraire. Ce n'est pas exactement de ça dont il s'agit. Et notamment, par rapport aux procédures qui sont engagées par rapport à des personnes suspectées d'infractions à caractère terroriste, tout se termine par un processus judiciaire. Tout. Il n'y a pas de justice d'exception administrative qui s'exerce en dehors des cadres judiciaires. Les cas qui méritent de l'être sont judiciarisés. Donc, les atteintes au système judiciaire qu'on peut dénoncer, ou à la justice pénale classique, sont des atteintes extrêmement limitées dans le temps et en nature par rapport à ce que tu as décrit comme les perquisitions, les choses comme ça. De ce point de vue-là, d'ailleurs, les perquisitions, dans lesquelles maintenant on fait intervenir le juge des libertés et la détention, je ne suis pas d'accord avec l'interprétation qui a été donnée, selon laquelle le juge des libertés et de la détention va systématiquement s'incliner devant la requête qui lui est fournie par les autorités policières ou autres, ou administratives, parce que la pression lui est mise sur le mode « si on ne le fait pas tout de suite, vous serez responsable de ce qui peut se passer après ». Moi, j'ai des exemples très concrets, qui datent encore de la semaine dernière, dans mon département, où les autorités sont passées sous les fourches codines du JLD pour demander des perquisitions, et ça leur a été refusé. Et non seulement ça leur a été refusé, mais le juge des libertés, aujourd'hui, il y a une information préalable des perquisitionnés. On marche parfois quand même un peu sur la tête. C'est-à-dire que des gens, si on décide de les perquisitionner, ce n'est pas totalement arbitraire. Je veux bien qu'il y ait des phénomènes de suspicion, mais enfin, injustifiés. Mais enfin, une demande de perquisition qui aboutit aujourd'hui à ce que la personne qui va être perquisitionnée soit prévenue à l'avance qu'elle va être perquisitionnée, ça peut quand même conduire à des situations absolument ubuesques. Par ailleurs, j'ai trouvé très intéressant le fait qu'on mentionne 110 réclamations auprès du défenseur des droits depuis 2 ans, par 2 ans d'instauration d'état d'urgence. C'est 110 cas de trop, sans aucun doute. 110. Il me semble qu'on est... Enfin, on n'enfreint pas totalement la règle de proportionnalité ou le principe de proportionnalité. Parce que je rappelle quand même que les personnes au fichier qui fait aujourd'hui référence en matière de signalement pour la radicalisation, le FSPRT, c'est 12 000 personnes. C'est-à-dire que les services de renseignement et de police français travaillent sur 12 000 personnes radicalisées. 110 cas. C'est le fichier de la radicalisation.
Non, c'est le FSPRT. Je ne parle pas des fichiers S, je parle du FSPRT. Je ne parle jamais, moi, du fichier S, dont je sais parfaitement qu'il ne correspond à aucune préoccupation de nos services de renseignement. C'est le FSPRT qui fait foi aujourd'hui. Et les personnes qui sont suivies dans le cadre du FSPRT, ce sont vraiment des personnes qui font l'objet d'un signalement pour radicalisation avéré, avec des commissions hebdomadaires dans chacune des préfectures. 12 000 personnes recensées, 110 cas qui sont remontés aux défenseurs des droits. Moi, je ne trouve pas qu'on enfreint de façon scandaleuse le principe de proportionnalité. Donc, tout ça pour dire, l'édifice français, qui a certainement des angles critiquables et pour lequel il faut que le défenseur des droits fasse son travail, ça je le reconnais volontiers, ne me semble pas outrageusement liberticide et attentatoire aux libertés fondamentales. Et avec encore une fois cette question qui est la mienne, pourquoi cette suspicion systématique sur le fait qu'une autorité administrative, de façon, encore une fois, provisoire, mais encadrée par la loi et par des dispositifs légaux, serait-elle forcément suspecte d'arbitraire et que seul le judiciaire permet, au-delà de l'article 66 de la Constitution, permet véritablement le contrôle et le bon fonctionnement de tout dispositif en matière antiterroriste. Madame la Présidente, les questions de Arnaud Danjean sont sur le plan juridique extrêmement fondamentales. Et je vais y répondre de la manière suivante. D'abord, il n'y a pas du tout d'idée que l'autorité administrative est par définition synonyme d'arbitraire et de discrétionnaire par différence avec l'autorité judiciaire. Comme Arnaud Danjean l'a rappelé, c'est l'article 66 de la Constitution qui fait du juge judiciaire le protecteur des libertés, mais depuis maintenant des décennies, le juge administratif a également été reconnu dans la réalité comme un protecteur et des libertés publiques, ce qu'il a toujours été, et des libertés individuelles. Il y a une décision du Conseil constitutionnel là-dessus, des années 90, et qui est tout à fait claire. D'ailleurs, c'est une des nouveautés de l'état d'urgence modèle 2015 par rapport à l'état d'urgence modèle 1955 que d'avoir introduit ce qui n'existait pas dans la loi de 1955, la possibilité de soumettre au contrôle du juge administratif les mesures de l'état d'urgence, notamment les perquisitions ou les assignations à résidence. Mais le juge administratif, même dans les procédures dites d'urgence, il est toujours a posteriori. C'est un contentieux qui traite de la légalité de la mesure ou de la responsabilité en excès de pouvoir de la personne ou de l'autorité qui a pris la mesure, mais qui le fait toujours une fois que celle-ci a été réalisée. Et d'ailleurs, Arnaud, c'est pour ça qu'une des conquêtes, si j'ose dire, ou un des progrès de la loi du 30 octobre, à la demande de la nouvelle majorité parlementaire intervenue depuis les élections du mois de juin, c'est justement d'avoir introduit le JLD, et la majorité parlementaire de l'Assemblée nationale et le Sénat, qui a toujours été favorable et dont la majorité n'est pas la même, comme chacun sait, en France, se sont alliés pour introduire le JLD. C'est bien pour dire que la véritable protection, c'est le contrôle a priori d'un juge judiciaire par rapport à un contrôle d'un juge administratif qui est clairement reconnu par la jurisprudence constitutionnelle comme protecteur des libertés, mais après coup. Voilà, je pense que sur le fond, c'est ça la situation. J'ajoute que dans la réalité, il a été pris à peu près 4 500 mesures depuis le début de l'état d'urgence. Et que si nous n'avons reçu, nous, que 110 réclamations, il y a eu à peu près 1000 contentieux administratifs, justement, ce qui montre, et il est évident que la plupart des gens avaient
plutôt tendance à dire je vais faire un référé au tribunal administratif, je vais saisir, pour des mesures plus importantes, le Conseil d'État, telle ou telle grande association a pu saisir le Conseil d'État sur telle ou telle mesure, plutôt que de venir voir le défenseur des droits, qui, je le rappelle dans cette affaire, n'a qu'une compétence liée à la déontologie de la sécurité, c'est-à-dire au comportement des forces de sécurité, au comportement par rapport à la déontologie qui est fixée dans le Code de sécurité intérieure. Enfin, je veux juste faire une remarque par rapport à ce qu'a dit Arnaud Danjean, c'est que, justement, il y a eu, à la suite de toutes les mesures administratives qui ont été prises, très peu de dossiers judiciaires qui ont été faits et de dossiers judiciaires de terrorisme. Il y a eu un nombre relativement important de dossiers judiciaires de stupéfiants, port d'armes, enfin criminalité ordinaire, mais il y a eu sur les doigts d'une main, des affaires de terrorisme issues des mesures administratives. En réalité, et ça revient à ce que j'ai dit et à ce que Arnaud Danjean a dit après moi, c'est qu'en fait, l'essentiel de ce qui a été fait et qui a permis de déjouer à de nombreuses reprises des attentats, donc qui a eu l'efficacité de prévenir le terrorisme, a été fait dans le cheminement entre le travail des services de renseignement à l'extérieur du pays, à l'intérieur du pays, porté vers la machine judiciaire antiterroriste et qui a agi en temps utile lorsque c'était le cas. Voilà. Si j'ose m'exprimer ainsi, c'est soit la voie royale de la prévention. Ça rejoint donc ce que nous avons dit tout à l'heure. À quoi bon faire tout cet édifice en quelque sorte? Voilà. Mais j'accepte l'augure, naturellement, de ce que tu as dit, que comme dans ton département, les JLD soient efficaces. Merci bien de cette réponse, ces réponses. Anna Gomes, pour une question. Oui, merci Monsieur Toubon de tout ce que vous nous avez dit, c'est très intéressant. Vous avez parlé des mesures qui ont été essayées, je crois, en France, sur la déchéance pour les personnes binationales. Et ça a amené, si je ne me trompe pas, à la démission de la ministre de la Justice, Madame Taubira, à son honneur, je pense. Madame Stevens, qui est notre co-rapporteur, elle n'est plus là, mais avant, à Monsieur O'Flaherty, elle avait posé une question sur les expulsions de suspects. Je voudrais vous demander, bon, est-ce que, par le débat que vous avez eu là-dessus en France, et par tout ce que vous savez, est-ce que cette idée folle, à mon avis, d'expulser des suspects pourrait assurer un contrôle de ces mêmes suspects plus efficace que celui qui devrait exister en France, avec le cadre juridique qu'on vient de décrire? Est-ce que, dans un pays, par exemple, comme le Maroc, on sait que beaucoup de suspects sont marocains, on pourrait assurer un traitement par la justice minimement efficace, et je ne dis pas seulement du point de vue de mesures de sécurité, mais en fait même de jugement, si c'était le cas, de s'avérer que ces gens étaient vraiment des terroristes avec des actes criminels pour en être jugés. D'abord, dans l'état actuel du droit, on a des mesures qui permettent d'éloigner de France, d'expulser des personnes condamnées. On a un dispositif, comme d'ailleurs dans la plupart des pays, mais donc ça ne porte pas sur des personnes qui sont suspectées, prévenues d'avoir fait telle chose. Bon, d'une part. Bon. Deuxièmement, s'agissant de mesures qui permettraient donc d'expulser ces suspects, il y a effectivement dans le débat public un certain nombre de personnes ou de groupes ou de partis politiques qui ont fait des propositions de ce genre, mais très franchement, j'ai le sentiment, enfin je parle sous le contrôle d'Arnaud Danjean, que ça n'est jamais allé très loin
et que la seule question qui a été posée était la question des binationaux, mais ça, c'était une autre question, puisque ça consistait à dire nous allons faire en sorte qu'ils n'aient plus la nationalité française parce qu'ils auraient été condamnés, hein, toujours. Et n'ayant plus la nationalité française, on pourra les mettre dehors, etc. C'était ça l'idée. Hein. Bon. Ça a été arrêté. Dernier point, je le dis, malgré la gravité de toutes ces questions et le caractère dramatique, avec un certain sourire, ce qui est que, simplement, on a observé que ce que les terroristes manipulent le mieux, c'est les indicateurs de chemin de fer et les horaires des aéroports et des avions. C'est-à-dire que les envoyer ailleurs en se disant qu'ils ne vont pas revenir et que nous sommes ainsi protégés me paraît aussi assez largement illusoire si l'on n'a pas assuré, et on revient toujours à la même chose, une très bonne surveillance et un très bon suivi. Alors, sur le dernier point, Madame Gomez, je ne m'exprimerai pas, ou plus exactement, je dirais, pour être totalement efficace dans ce type de mesure, il faudrait que l'on renvoie ces personnes dans des pays où on est sûr qu'on leur applique des traitements totalement contraires aux droits humains et aux droits fondamentaux. J'espère que nous n'en sommes pas là, même si je vais faire l'amalgame. En matière de politique d'asile et d'immigration, il y a des propositions qui sont faites pour renvoyer notamment les personnes demandeurs d'asile dans certains pays qui seront qualifiés de pays tiers sûrs, alors qu'ils sont absolument pas sûrs pour les personnes en question. On est sûr d'une chose, c'est qu'ils ne sont pas sûrs. J'ai fait juste une petite digression. Une petite digression et un langage très très clair. Je passe la parole là. Vous allez avoir la question, puisqu'actuellement, le Conseil européen et la Commission discutent du règlement sur les pays tiers sûrs. Enfin, cette question, elle est aujourd'hui cruciale, mais elle chemine depuis longtemps quand même. Hein, sur les accords de réadmission avec le Pakistan ou l'Afghanistan, où donc on s'organise. Oui, donc c'est un long chemin. Mais on n'a pas. Je crois que quelqu'un rappelait l'autre jour, semble-t-il, que quand il y a eu la discussion, donc maintenant des décennies, de la Convention de Genève, on avait déjà discuté de la question de pays sûrs, etc., etc., etc. Merci bien. Elena Valenciano, notre vice-présidente, a la parole. Je vais parler en espagnol pour que ce ne soit pas un débat seulement francophone. Mais oui, mais je vais parler. Justement pour ça que je vais parler en espagnol. Porque usted nos invita. Vous nous avez invités à réfléchir à ce qui se passe en réalité, c'est-à-dire un déséquilibre très clair en faveur de la sécurité contre la liberté ou les droits fondamentaux. On y assiste déjà. Et on en parle depuis quelques années, de cet équilibre nécessaire qui est déséquilibré. Et donc, je ne pense que il ne s'agit même pas d'y réfléchir parce que les jeux sont faits. Vous l'avez très bien expliqué, Monsieur Toubon, parce que la société est bien plus préoccupée par sa propre sécurité et inquiète de sa liberté également, parce que tout cela a été très, très dur. Et la société a très peur. Le problème, c'est que légiférer à coup de traumatisme, comme vous l'avez expliqué à juste titre, ne nous mènera nulle part, parce qu'il y aura d'autres traumatismes. Chaque fois, la législation sera plus sévère. Et bon, pour un exemple très clair, nous avons totalement normalisé le contrôle dans les aéroports. C'est un vrai enfer. Mais est-ce que quelqu'un a évalué le coût de ce système de contrôle à l'égard d'attentats qui auraient été empêchés dans un avion?
est-ce qu'un jour, quelqu'un va évaluer ce système exagéré de sécurité qui souvent rend la vie des citoyens européens et non européens d'ailleurs impossible, surtout pour les non européens? Est-ce que tout cela sert vraiment à l'objectif affiché? C'est cela la question. Plutôt que de systématiquement essayer d'aboutir à cet équilibre, nous nous contentions d'évaluer les dommages subis par de nombreuses personnes quant à leurs droits fondamentaux face aux gains sécuritaires. Est-ce qu'on pourrait évaluer, mettre en place un système d'évaluation et peut-être que nous pourrions progresser plus rapidement? Voilà ma réflexion. Merci, chers collègues. Jacques Toubon pour répondre. Je crois que, de manière générale, Madame la Présidente, les mesures qui sont prises doivent être, sauf que, encore une fois, la passion, naturellement, et l'émotion s'en mêlent, mais elles devraient être prises avec beaucoup plus de rationalité. Et c'est toute la difficulté dans ce domaine, c'est que le droit nous apporte des réponses constituées, fondées sur des raisonnements naturellement qui reposent sur nos principes fondamentaux, mais qui sont tous exacts, je dirais, sans faille, et que, face à cela, bien entendu, c'est d'autres considérations qui prévalent, et des considérations qui sont, encore une fois, irrationnelles, quelquefois fantasmatiques, souvent d'ailleurs de caractère médiatique, et c'est vrai que à partir de là, on est amené à faire des choses. Il y a eu une déposition, il y a 2 ans, d'un très très grand responsable des services de renseignement devant une commission, je ne sais plus si c'était au Sénat ou à l'Assemblée. Et il a dit, les mesures prises, si vous voulez que je vous dise mon sentiment réel, elles sont faites uniquement pour rassurer l'opinion. C'est-à-dire rassurer l'opinion que, effectivement, les gouvernements agissent et que les gouvernements ne restent pas les bras ballants. Naturellement, sous-entendu, de la part de ce responsable, ça voulait dire, si vous me donnez à moi plus de moyens, je ferai des choses beaucoup plus efficaces que simplement d'être là. Et d'une certaine façon, il avait raison. Bon, alors, encore faut-il que les mesures prises, et c'est tout ce que nous avons dénoncé dans le projet de loi renseignement, ne constituent pas des mesures d'un caractère tellement intrusif qu'elles finissent par mettre en cause, naturellement, les libertés et un certain nombre de droits fondamentaux. Mais je pense, Madame la Présidente, que ce que vous avez dit, par exemple, sur la sécurité pour les avions, c'est le type même de raisonnement, dans la mesure où imaginez que demain, au stade où nous en sommes, vous arrivez dans un aéroport et vous arrivez à la passerelle sans qu'on vous demande rien. Vous, peut-être pas vous, mais ceux qui sont avec vous diraient « Mais ils sont fous, mais on ne contrôle plus personne, mais n'importe qui va monter dans cet avion et va le faire sauter. » Il est clair qu'on est dans un état, non pas de l'opinion, de la société, je dirais, qui est complètement frappé par ça. Et c'est pour ça que je dis, introduisons de la rationalité, introduisons, comme vous l'avez dit, de l'évaluation. Et de ce point de vue, Monsieur Danjean, je crois, d'une certaine façon, vous voulez le dire tout à l'heure quand il a parlé, il y a une disposition intéressante dans la loi qui a été votée, qui est la loi du 30 octobre, c'est qu'il est dit qu'elle ne s'appliquera que jusqu'en 2020. Et qu'à ce moment-là, en 2020, en quelque sorte, elle tombera. Et on discutera du point de savoir si les dispositions qui ont été prises ont été ou pas efficaces, s'il faut les maintenir, s'il faut les faire disparaître ou les modifier. Ça rejoint un peu, vous voyez, bon, alors naturellement, nul ne sait quel sera l'état du pays et de l'Europe et de l'opinion publique en 2020. Mais c'est un effort dans le sens de ce que vous dites, Madame la Présidente.
Merci beaucoup Jacques Toubon. Je repasse la parole à la salle. Nous avons encore un petit peu de temps si vous avez d'autres questions dans ce contexte quand même extrêmement intéressant, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'opinion publique. La sidération, elle est liée à l'opinion publique. Et j'entendais hier, à l'occasion de la commémoration de cet acte barbare, qui a été suivi de beaucoup d'autres et de beaucoup d'autres morts, notamment dans notre pays, que, en fait, pour les Français, plus rien n'est comme avant le mois de janvier 2015. Et c'est vrai, parce que la menace terroriste, et vous avez dit, on ne peut pas faire un système d'une justice différente. Je suis tout à fait d'accord, moi-même je suis juriste, donc tout à fait d'accord, mais en même temps, sans jeu de mots présidentiel, en même temps, nous déjouons tous les jours en France des attentats. Et en même temps, dans notre pays, la France, puisqu'on a beaucoup parlé, désolé pour les collègues, mais l'exemple était français cet après-midi, en même temps, nous avons multiplié les outils de lutte antiterroriste, même si j'enlève ceux que vous citiez de cette sommité, disant finalement, bon, si on faisait rien, ce serait pareil. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui sont très très nécessaires, très utiles, mais nous sommes un des pays qui reste avec une menace parmi les plus importantes, en déjouant tous les jours des attentats, et on comprend que l'opinion publique soit en état de sidération. Alors, je pense que par rapport à l'opinion publique, il faut expliquer l'équilibre à trouver, mais il faut aussi la convaincre et apporter des preuves. C'est comme en amour, hein, il n'y a que des preuves d'amour. Il faut réussir à montrer qu'on va gagner sur cette guerre terroriste. Il y a quand même il y a une vraie menace, il y a une vraie crainte, sidération, et donc une obligation de la part des gens qui détiennent une responsabilité telle que la vôtre ou telle que la nôtre. Nous, on représente l'opinion publique. Et si vous discutez avec les citoyens, ils ont extrêmement peur. Globalement, ils ont peur. Madame la Présidente, par rapport à ce que vous venez de dire, je pense qu'il serait très intéressant, mais ce n'est pas moi qui, naturellement, fait les ordres du jour de la Commission. Je crois que vous avez entendu aujourd'hui un responsable français, enfin une institution qui n'est pas totalement indépendante de l'exécutif, naturellement, mais une institution qui s'occupe de droits fondamentaux et de ce genre de questions en France. Ce serait, je pense, très intéressant si vous entendiez des points de vue comme de certaines autorités espagnoles, du président de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne, ou de tel ou tel responsable en Grande-Bretagne, sur ce qui a été fait dans leur pays, dans d'autres cultures juridiques, mais alors qu'ils ont subi aussi, car là, je veux dire, c'est pas la quantité de morts, de victimes qui compte. Ils ont subi, que ce soit en Grande-Bretagne, les premiers d'ailleurs, ou que ce soit en Allemagne, le marché de Noël, etc., les mêmes. Et Dieu sait qu'en plus, l'Allemagne avait aussi une autre, et comme l'Italie, une autre histoire, naturellement. Les Brigades rouges en Italie, la bande à Bader et la Rote Fraction en Allemagne, et donc aussi une sorte de culture de l'antiterrorisme et de tradition et des institutions. Par exemple, il y a des jurisprudences de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui remontent justement à la période des années 70 et qui sont extrêmement intéressantes. Voilà, c'est une suggestion simplement que je fais parce que, naturellement, le débat est loin d'être uniquement franco-français ou franco-bruxellois, si je veux dire. Merci. Il est prévu d'ailleurs de rencontrer les autorités berlinoises. Peut-être pourrons-nous ajouter la cour de Karlsruhe et effectivement de rencontrer les collègues espagnols. Je passe la parole à Arnaud Danjean qui a une question et pour finir à Caterina Chinichi. Alors, je voulais redire à Jacques Toubon que moi je partageais 2 points très importants de son analyse en matière d'antiterrorisme. La première, c'est que ce qui rassure n'est pas forcément ce qui protège.
Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est vrai de beaucoup de dispositifs d'exception qui sont là pour rassurer, mais qui, en termes d'efficacité, doivent être évalués extrêmement finement. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, l'arsenal juridique, aussi sophistiqué soit-il, et bien souvent la sophistication excessive n'est pas bonne conseillère, ne remplacera jamais le fonctionnement, les problèmes de fonctionnement et d'organisation, en tout cas l'optimisation du fonctionnement et de l'organisation des services répressifs, mais aussi des services de renseignement très en amont. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème, on est d'accord. Mais je pense que sur l'échange, on a des vues qui sont quand même un peu caricaturales, et je crois que l'échange se passe beaucoup mieux qu'on a tendance à le dire. Ma question concernait, malheureusement, j'allais dire encore une disposition franco-française, mais on a vu récemment dans le débat s'introduire la création d'un parquet terroriste spécialisé, ce qui ne semblait pas être initialement, et nous en avions discuté avec lui, la vue du procureur Molins, qui semblait estimer que là aussi l'existant était satisfaisant, nonobstant des problèmes d'ailleurs de quantité qu'il faut pas négliger, parce que l'ampleur des dossiers traités est importante, numériquement parlant, mais en revanche, en termes d'organisation, rien ne semblait, de façon inéluctable, devoir conduire à la création, là encore, d'un parquet spécialisé. Est-ce qu'on ne cède pas là non plus à une forme de communication en laissant à croire que finalement c'est que le fait de spécialiser un parquet qui va donner plus d'efficacité, alors que jusqu'à présent, en termes de procédures judiciaires et de suivi de ces procédures, le parquet national tel qu'il était organisé donnait plutôt satisfaction? Naturellement, je ne vais pas porter d'appréciation sur la politique judiciaire et l'organisation judiciaire, parce que ça n'est pas du tout ma vocation et encore moins, si j'ose dire, dans l'enceinte du Parlement européen. Mais je dirais, que j'ai été de ceux qui ont fait la législation antiterroriste en France, puisque j'étais président de la commission des lois lorsqu'a été établi en 1986 le dispositif antiterroriste français à la suite des attentats de 86 qui était à l'époque d'origine moyenne orientale, vous vous en souvenez. Ce dispositif a fonctionné depuis cette période, c'est-à-dire depuis maintenant 30 ans, avec à la fois ce qui m'a toujours paru être sa qualité, une certaine efficacité, et d'autre part, le respect, et c'est là où je me suis interrogé tout à l'heure en finissant, le respect des principes de notre procédure pénale. C'est-à-dire que cette loi crée des enclaves à l'intérieur de la procédure pénale, mais en même temps, il restait cohérent avec l'ensemble de l'édifice de notre procédure pénale, et donc il ne tombait pas, par exemple, sous la critique que Mireille Delmas-Marty a faite et que j'ai lue tout à l'heure, où il n'était pas ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire partie du Code de sécurité intérieure, mais il était dans le Code de procédure pénale. Donc, la double qualité. Et dans ce dispositif, il y avait naturellement une disposition centrale, c'est la centralisation au parquet de Paris de toutes les affaires dès qu'on disait association, par exemple, qui est une infraction qui a été créée à l'époque, association de malfaiteurs dans le but d'une entreprise terroriste, dès qu'on invoquait cette qualification, ça remontait à Paris. Voilà ce qui a fonctionné depuis 30 ans. Je n'ai pas le sentiment que ce dispositif peut être qualifié de défaillant. La menace, le terrorisme, les conditions du monde ont complètement changé. Je n'ai pas le sentiment qu'on puisse dire que ce système est défaillant. Deuxièmement, on n'a pas eu non plus, alors techniquement sur le plan de les différents parquets, le parquet de Paris, un parquet national antiterroriste, pas sur cette question, on n'a pas eu le sentiment que cette mécanique de remontée
des parquets locaux vers le parquet national, des services de police ou de renseignement locaux vers le parquet de Paris est posé, à notre connaissance, un problème. Donc, l'option parquet national est une option qui est une option de politique judiciaire. Encore une fois, je m'interdis de me prononcer. Si c'est fait, ça aura naturellement pour effet de redonner au parquet de Paris, qui n'aura plus les affaires terroristes, bien entendu, plus de latitude pour traiter toute une série de questions extrêmement importantes dont il a la charge, bien entendu. Voilà mon appréciation, Arnaud. Je pense que c'est une question qui a été lancée comme ça assez rapidement, mais qui va faire l'objet, à mon avis, de débats un peu plus approfondis et que peut-être la garde des Sceaux est en train de peser sur des fines balances les avantages et les inconvénients de cette mesure. Merci. Alors il y a naturellement les exemples étrangers en plus qui peuvent inspirer. Dans les pays étrangers, il y a toutes les formules. Voilà. On traite ça dans les provinces, on traite ça. Il y a vraiment toutes les formules, donc on ne peut pas non plus s'appuyer sur le comparatisme pour dire il faut faire ça ou il faut faire ça. Il y a le système espagnol, bien connu, l'audience nationale, tout ça. Avec le clin d'œil pour la France que le procureur Molins n'y était pas favorable et que là, comme il semble être plutôt celui qui pourrait être désigné, finalement, il trouve que c'est pas inintéressant. Je passe la parole pour conclure à Caterina Chinichi pour sa question. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je souhaite tout d'abord remercier Monsieur Toubon pour les très nombreuses réflexions qu'il nous a présentées et pour sa transparence, son honnêteté intellectuelle. Et je vous remercie vraiment parce que pour nous, il s'agira d'éléments de réflexion très utiles pour notre travail de commission. Alors, pour revenir aux droits fondamentaux et à la protection de ceux-ci, je voudrais revenir à ce qui a été dit par Madame Griesbeck et en quelque sorte déplacer en quelque sorte le débat sur d'autres points. On a dit qu'à l'occasion de la commémoration de l'attentat dramatique de Charlie Hebdo, le sentiment des gens était que finalement rien n'était plus pareil, que les choses avaient changé. Et pour des raisons de vie personnelle, je peux vous confirmer qu'après des événements si dramatiques, rien n'est plus comme avant. Mon père est un magistrat qui a été tué, assassiné il y a 35 ans par la mafia dans une voiture piégée avec 2 carabiniers et un assistant. Et c'est vrai que rien n'est plus pareil pour la famille de cette victime. Pas uniquement parce qu'on ne peut pas se sortir de l'esprit, du cœur et des yeux cet événement, mais parce que rien ne peut compenser la souffrance. Et avec beaucoup de sensibilité, Monsieur Toubon, vous avez évoqué les victimes, la protection de ces victimes, et c'est une question que nous avons voulu évoquer dans la directive sur la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de nombreux droits, mais on n'a pas parlé de ceux-ci. Donc j'aimerais savoir si vous pouviez nous présenter une vision plus approfondie sur cette question, ce qui a été repris dans la directive, les formes de protection que nous avons essayé de réclamer aux États membres dans des cas de ce type. Pensez-vous qu'on peut faire plus, mieux? Y a-t-il des expériences dans certains pays qui pourraient se révéler utiles pour d'autres États membres où on a connu ce type d'actes dramatiques? Merci pour votre réponse et puis merci également beaucoup d'avoir au début évoqué le travail que nous réalisons dans le groupe sur le droit des mineurs avec Anna, parce que ce sont là aussi des droits fondamentaux, ce sont les droits des enfants, de ces êtres les plus vulnérables, sans défense.
Et parfois, pour les victimes de la mafia, de terrorisme, de la criminalité organisée, ou plus globalement dans les procès en faveur des victimes de délits, on a parfois le sentiment que ces personnes n'ont pas leur place, ne peuvent pas se faire entendre dans ces procédures en tant que victimes de ces actes dramatiques. Donc merci d'avoir accepté de reprendre notre engagement de l'intergroupe sur le droit des mineurs et bien entendu, nous allons profiter de votre disponibilité pour continuer à travailler sur cette question. Merci. Madame Kinichi, je voudrais vous dire que je pense que tout ceci, si on veut le regarder à l'échelle de l'histoire, et après tout, quand on est le Parlement européen et qu'on a hérité en quelque sorte de tout ce que l'Europe a construit après la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale et de la barbarie nazie et de la Shoah, on a le droit, à mon avis, peut-être le devoir même de se placer dans une telle perspective historique, sans compter naturellement la chute du mur en 1989 et l'arrivée ici, dans cette Union européenne et dans ce Parlement, de tous ces pays qui avaient été privés de démocratie pendant, pour certains d'entre eux, 40 ans. Donc, dans cette perspective historique, c'est clair que, et ça rejoint ce que vous venez de dire, rien n'est comme avant. Le 11 septembre a fait que plus rien n'est comme avant aux États-Unis. Et je dirais, dans tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, suivent les conceptions des États-Unis, en matière diplomatique, militaire, judiciaire, c'est clair. Le syndrome du 11 septembre, aujourd'hui, s'est en quelque sorte étendu à l'Europe à la suite de la vague des attentats de Daesh, et notamment de ceux qui se sont produits dans notre pays, la France, ou dans des pays comme l'Allemagne aussi, ou le Danemark, ou la Grande-Bretagne. La question, sur le plan historique, c'est comment en sortir? Est-ce que nous allons continuer à dire rien n'est plus comme avant, et par exemple prendre des dispositions dont je continue à penser qu'elles sont déséquilibrées en termes d'état de droit, sans nous préoccuper de non pas ce qui est derrière nous, mais ce qui est devant nous, c'est-à-dire quel état de droit nous allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Et nous allons laisser, et là je parle en termes politiques, aux futurs gouvernements et aux futures majorités parlementaires, qui ne seront pas peut-être pas toutes aussi respectueuses de l'état de droit et des principes que le sont les nôtres, chez vous ou partout aujourd'hui. Et c'est une des préoccupations que j'ai mises au centre de mes positions. Attention à ne pas entamer la cohésion nationale et la cohésion sociale en ciblant en quelque sorte au sein de la population des personnes qui seraient, pour diverses raisons sérieuses, comme on le dit dans le texte, des cibles de l'action de la prévention antiterroriste en tant que groupe, en tant que religion, en tant qu'origine, c'est une réalité. C'est pas, je n'invente rien, c'est une réalité. Et attention à ne pas mettre en place des instruments qui, entre de mauvaises mains, pourraient naturellement conduire, là, véritablement, à mettre en cause les libertés. C'est donc ma première réponse, Madame Giannichis, c'est que, sur la longue période, c'est vrai que plus rien n'est comme avant. C'est vrai que c'est de ça qu'il faut tenir compte et c'est dans cette perspective qu'il faut agir, mais il faut aussi agir en se disant
comment nous rebondissons vers l'avenir et qu'est-ce que nous préparons aux générations futures dans ce domaine, étant entendu que, bien entendu, je suis de ceux qui pensent qu'un jour, cette menace sera éradiquée et que nous retrouverons une situation dans laquelle nous n'aurons pas tous les matins à craindre un attentat au coin de la rue ou en prenant l'autobus. Et dans cette perspective, c'est cohérent avec ce que je vais répondre à votre deuxième question. Il me paraît très important que les victimes soient prises en compte, non pas seulement de manière commémorative, de manière empathique, en quelque sorte, avec tout ce qui est indispensable, mais qu'elles soient prises en compte comme des personnes qui sont capables de passer le témoin vers une autre situation et un autre état. Si nous traitons les victimes comme on devrait les traiter partout, si nous les traitons bien, si ces personnes peuvent se réintégrer, si ces personnes ont la possibilité de retrouver à tout point de vue, personnellement, professionnellement, des positions, je dirais, normales, malgré les blessures, malgré le traumatisme, malgré les deuils qu'elles ont subis. Vous en parliez pour ce qui vous concerne, chère madame. Je pense qu'à ce moment-là, on constitue une base humaine pour aller vers ce nouveau stade que j'appelle de mes vœux, c'est-à-dire sortant du syndrome, encore une fois que j'appelle 11 septembre, et se porter vers un autre état, en l'occurrence, puisque nous parlons de droit, de notre législation et de nos préoccupations et de notre législation. Et nous avons donc fait, nous, des propositions qui sont à notre niveau relativement modestes, mais qui sont faites dans cet état d'esprit. Et la question, je termine là-dessus, qui se pose, mais pour tout le monde, dans tous les pays, faut-il, pour assurer ce statut des victimes et construire cette situation progressive pour les victimes, un statut particulier, ou faut-il au contraire leur appliquer, je dirais, les mesures de droit commun avec simplement une plus grande diligence, une plus grande ampleur? Il existe des praticiens du droit, par exemple des avocats, qui disent que, mais dans un droit comme le droit français, il existe toutes les dispositions du monde pour faire ça, et qu'on n'a pas besoin d'un corpus particulier pour les victimes. D'autres, au contraire, disent, ne serait-ce qu'à titre de reconnaissance politique, il faut faire un corpus particulier et un traitement. Nous avons plutôt choisi cette formule-là. Il faut faire un statut particulier. C'est ce que, dans notre délibération, dans notre décision du 30 juin 2017, nous proposons. Vous pourrez vous y référer. Mais c'est en quelque sorte pour moi un mot de conclusion. Je crois qu'il est extrêmement important que nous travaillions, pour prendre une expression triviale française, pas seulement le nez dans le guidon, mais que nous travaillons aussi la tête haute. Et la tête haute, ça veut dire aussi fort de ce que sont nos démocraties. Merci beaucoup, Jacques Toubon, de ce temps partagé, de cette force dans les propos, de ce courage dans la responsabilité qui est la vôtre, et aussi de ce grand discernement. Évidemment, pour les collègues, ils savaient qu'on allait parler beaucoup de l'exemple français, mais je crois que c'était un temps attendu et intéressant par rapport aux travaux que cette commission mène. Rien ne sera jamais plus comme avant, en effet, mais justement, c'est le sens des travaux de cette commission spéciale. C'est d'essayer justement de rebondir, comme vous le proposiez, et de rebondir d'une manière qui ait une couleur qui soit européenne.
en dépit des difficultés légales, de la répartition donc entre les fonctions régaliennes et les autres. C'est ça, cette idée de rebondir en avant. Car nos concitoyens, je reviens à ce qui fait sens par rapport à des parlementaires européens, attendent de nous et sentent que la réponse doit être une réponse européenne, en tous les cas concertée au plan européen, tant sur les victimes que donc à partir des bonnes pratiques, à partir des exemples, que sur les équilibres des démocraties. Et votre présence et vos réponses, vos commentaires ont apporté de la matière à nos travaux. Soyez-en vraiment sincèrement remerciés, Monsieur le Défenseur des droits. Et naturellement, Madame la Présidente, je suis venu ici avec 3 collaboratrices, dont la directrice des affaires judiciaires chez nous, qui connaît bien cette maison, et nous sommes à votre disposition, toutes et tous, pour, si vous avez besoin de renseignements, d'éléments, de documents et tout ça,